Là dehors il existerait une autre version de moi, mentalement diminuée. Cette version vit sa propre vie, pendant que moi je suis coincé ici. J'ai 3 délires récurrents qui reviennent encore aujourd'hui, même si je sais rationnellement qu'ils n'ont aucun sens. Le premier concerne les images. J'ai cette peur persistante que les photos puissent prendre vie. Qu'elles sortent du cadre, qu'elles m'attaquent, ou pire, qu'elles me remplacent. Comme si une version de moi pouvait sortir d'une image pendant que la vraie disparaît. À cause de ça, je prends très rarement des photos de moi. J'évite aussi d'en accrocher chez moi. Les murs sont presque nus. Les images figées me mettent profondément mal à l'aise, même quand je sais que c'est absurde. Le simple fait de les regarder trop longtemps me donne l'impression qu'elles me regardent en retour. Le deuxième délire est plus étrange, mais presque amusant avec le recul. J'ai parfois l'impression que le monde est un livre à chapitres lu par des géants. La journée correspond au moment où ils lisent, et la nuit arrive quand ils ferment le livre. Dans cette logique, si je meurs, mon jour recommence depuis le début du chapitre. Comme un redémarrage. Celui-là me fait plutôt sourire aujourd'hui. Il revient très rarement, et quand c'est le cas, je le reconnais presque immédiatement pour ce que c'est. Une construction bizarre de mon esprit, pas vraiment effrayante, juste étrange. Le troisième est le plus lourd. Et le plus difficile à vivre. J'ai la conviction que ma vie est contrôlée par des spirales. Chaque chose positive est forcément compensée par quelque chose de négatif. Comme si l'équilibre était obligatoire, mais toujours en ma défaveur. Et surtout, j'ai l'impression que ces spirales m'entraînent lentement mais sûrement vers quelque chose de plus sombre. Plus profond. Un gouffre invisible dont je me rapproche sans jamais pouvoir m'arrêter. Je sais que c'est un délire. Je le sais intellectuellement, mais émotionnellement, il est terriblement réel. Contrairement aux photos, je ne peux pas simplement éviter les spirales. Elles sont partout. Dans les événements, dans les relations, dans les choix que je fais. Tout semble s'inscrire dans ce mouvement descendant. Et même quand quelque chose de bien arrive, une part de moi attend immédiatement le contre-coup. C'est probablement celui qui me touche le plus, parce qu'il ne se contente pas d'exister dans un coin de ma tête. Il colore toute ma perception du monde. Et même en sachant que ce n'est pas vrai, je n'arrive pas toujours à m'en libérer. Quand j'ai été placé dans un foyer de groupe après un séjour en hôpital psychiatrique, j'ai commencé à avoir de terribles flashbacks de ce service. Les infirmiers et le personnel n'étaient pas bons avec les patients. Ils excusaient leur comportement en disant que, de toute façon, ils sont tous mentalement malades, rien de ce qu'on fait ne change quoi que ce soit. Le foyer de groupe a déclenché des flashbacks qui semblaient totalement réels sur le moment. C'était peu après le début de la pandémie, donc tout le monde devait encore se mettre en quarantaine pendant 2 semaines avant de rejoindre le groupe dans les hôpitaux. Ils faisaient la même chose dans le service, mais seulement pendant 3 jours, puis il y a eu une épidémie et tout le monde a été confiné. Cette période a été la pire, parce qu'aucune personne au-dessus des médecins ne venait. Le reste du personnel était donc libre de faire ce qu'il voulait avec les patients non malades. J'étais seul dans le foyer de groupe toute la journée et toute la nuit. J'avais une chambre pour moi et je ne parlais qu'à 2 autres personnes là-bas. Ils m'avaient bien donné une petite télévision portable et une radio, mais ça ne m'aidait à me sentir ancré que pendant un temps limité. J'ai commencé à entendre la voix d'un des infirmiers chaque jour au moment où je me levais. Il avait été diagnostiqué avec un trouble obsessionnel compulsif sévère et il projetait ça sur tous les patients. J'entendais sa voix me dire de faire mon lit parfaitement, sinon il me punirait. Je serais envoyé dans la pièce derrière la salle calme, une pièce aux murs capitonnés, où je serais laissé toute la journée sans rien. Je l'entendais me dire d'organiser les choses, de tout mettre en ordre et de jeter les déchets dont je n'avais pas besoin. J'étais tellement plongé dans ces hallucinations que je me suis mis à exécuter les tâches comme un robot. Je jetais ce que lui aurait jeté. Des choses comme mes dessins qui traînaient par terre, puisqu'il jetait souvent tous les papiers au sol en disant qu'on aurait dû demander l'autorisation pour les mettre dans nos casiers, et d'autres objets aussi, comme les notes de mes amis du service que j'avais gardées.
Finalement, un membre du personnel a remarqué que je n'allais pas bien. On m'a fait voir un thérapeute et, un mois plus tard, on a commencé un nouveau traitement contre les hallucinations, parce qu'elles continuaient. Plus tard, j'ai fini par m'enfuir, parce qu'en plus de la voix de cet infirmier qui me criait dessus, j'entendais aussi celle d'autres personnes de ma vie. J'étais dépassé et je suis parti au milieu de la nuit. J'ai marché et couru pendant environ 3 heures jusqu'à chez ma sœur. C'est elle qui m'a finalement aidé à sortir de cette période très sombre. Après mon coma, j'ai eu des délires. De vrais délires. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, parce que sur le moment, tout paraît absolument réel. Il y en a un en particulier qui me hante encore. J'étais persuadé que je devais faire un choix. On me forçait à décider lequel de mes 2 parents je devais tuer avec un couteau, puis à passer à l'acte. Dans ma tête, ce n'était pas symbolique, ce n'était pas une image vague. C'était concret, détaillé, inévitable. Comme si c'était une épreuve imposée, quelque chose que je n'avais pas le droit de refuser. Rien que d'y repenser aujourd'hui me donne encore la nausée. Clairement, celui-là n'était vraiment pas génial. À un autre moment, j'étais convaincu que tous les médecins et les infirmières complotaient pour me tuer. Chaque geste, chaque regard, chaque bruit de pas dans le couloir me semblait menaçant. J'étais en état de panique permanente, persuadé que je devais me défendre comme je pouvais. Dans cet état, j'ai insulté une infirmière nigériane en utilisant le mot en haine, dans l'espoir de la faire fuir, de la tenir à distance. Dans ma tête, c'était une question de survie. C'est probablement celui qui me reste le plus en travers de la gorge. Pas parce que j'y croyais à l'époque, mais parce que je sais d'aujourd'hui ce que j'ai dit, à qui je l'ai dit, et à quel point c'était injustifiable. Même si ce n'était pas vraiment moi, même si mon esprit était complètement brisé à ce moment-là, ça reste un souvenir lourd à porter. Avec le recul, je comprends que ce n'était que des délires post-coma, des constructions absurdes d'un cerveau qui essayait de se réparer. J'ai eu pendant des années de légères hallucinations liées au stress à cause de mon PTSD. Rien de totalement incontrôlable, mais suffisamment pour savoir que mon esprit pouvait dérailler sous pression. Malgré ça, à l'université, j'ai essayé le LSD. Et pas prudemment. J'en ai pris beaucoup trop. Genre vraiment trop. Une quinzaine de cartons de trop. Les hallucinations classiques, celles où tout se déforme et ondule, ont duré facilement 24 heures. Même après ça, pendant plusieurs jours, je sentais encore les effets. Ce n'était plus le visuel qui se tordait, mais quelque chose de plus diffus, plus insidieux. Et surtout, le fait que la substance mette autant de temps à quitter mon système m'a complètement retourné le cerveau. Je me réveillais et je hallucinais encore. Pas forcément des images nettes, mais cette sensation persistante que la réalité n'était pas solide. À force de me réveiller encore et encore en me sentant altéré, j'ai fini par être convaincu que j'étais coincé dans un rêve. Pas un rêve agréable. Un de ceux où tu sais que quelque chose cloche mais où tu n'arrives pas à te réveiller. Ça a duré 3 mois. 3 mois où j'étais persuadé que rien n'était réel. Le pire, c'est que je n'étais pas serein comme on pourrait l'imaginer dans un rêve lucide. J'étais terrifié. Parce qu'une part de moi savait que je ne rêvais probablement pas. Que si ce n'était pas un rêve, alors mon cerveau était réellement cassé. Et avec mon historique d'hallucination, me raccrocher à la réalité était incroyablement difficile. Chaque matin, je me réveillais en partant du principe que je n'étais pas vraiment réveillé. Comme si l'état de veille n'était qu'une autre couche de l'illusion. Je passais mon temps à me tester. À observer mes mains. À regarder les murs. À me demander si les gens autour de moi existaient vraiment ou s'ils faisaient partie du décor. Rien ne me semblait totalement fiable. Même quand tout avait l'air normal, il restait ce doute constant, épuisant. Et bizarrement, ce qui a fini par casser ce cycle, ça a été de reprendre de l'acide. Une seule fois. À dose beaucoup plus faible. Cette fois-ci, c'était intentionnel, contrôlé, presque clinique. Et ça a fonctionné.
Comme si mon cerveau avait enfin refermé une parenthèse mal ouverte. Après ça, cette impression d'être coincé dans un rêve a disparu. Je n'en ai plus jamais repris depuis. Avec le recul, je me rends compte à quel point c'était dangereux. Si tu as des antécédents de troubles mentaux, il faut vraiment faire attention à ce que tu mets dans ton corps. Être sélectif. Parce que ce qui peut être une expérience anodine pour certains peut devenir un cauchemar durable pour d'autres. Dans mon cas, ça aurait très facilement pu empirer les choses de façon irréversible. À l'adolescence, j'ai traversé une psychose provoquée par la drogue. À l'époque, je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait, et plus ça avançait, plus je perdais pied. Ça a fini par devenir tellement grave que j'ai perdu la mémoire de mon propre nom. Je ne savais plus qui j'étais. J'avais aussi complètement oublié ma famille. Plus aucun lien émotionnel, plus aucun repère. Je vivais pourtant avec ma mère, qui était seule, et mes 2 frères et sœurs. Mais dans mon esprit, ce n'était pas ma famille. C'était juste des gens au hasard avec qui je partageais une maison. Je les voyais tous les jours, je leur parlais, mais rien ne me disait qu'ils avaient un lien avec moi. C'était comme être parachuté dans la vie de quelqu'un d'autre, sans explication, sans passé. En plus de ça, j'entendais des voix. Elles me parlaient constamment, me donnaient des ordres. Des choses vraiment mauvaises, dérangeantes, que je ne voulais pas faire. Quand je résistais, quand je refusais d'obéir, il m'arrivait de perdre totalement le contrôle de mon corps. Une paralysie complète. Je pouvais être conscient, entendre, penser, mais incapable de bouger le moindre muscle. Ces moments-là étaient terrifiants. J'avais l'impression d'être prisonnier de mon propre corps, puni pour avoir dit non. Pendant longtemps, personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, moi y compris. Tout était confus, fragmenté, irréel. Finalement, j'ai été diagnostiqué et mis sous traitement. Ça n'a pas été une solution magique. Même après ça, la vie est restée extrêmement difficile pendant un long moment. Reconstruire une identité, retrouver une stabilité mentale, réparer les relations, tout ça prend du temps. Beaucoup de temps. J'ai fait une rupture psychotique quand j'avais 17 ou 18 ans, en 2013 et 2014. C'était un mélange de plusieurs choses qui ont explosé en même temps. Des traumatismes enfouis depuis longtemps qui ont fini par refaire surface d'un coup, et aussi le fait que les voix que j'entendais n'étaient pas ce qu'on associe habituellement à la schizophrénie. Ce n'étaient pas des voix extérieures et inconnues, mais des symptômes liés à un trouble dissociatif de l'identité. Des parts de moi qui essayaient de communiquer, de se faire entendre, sans que je comprenne ce qui se passait. Sur le moment, ça m'a complètement détruite. Mon rapport à la réalité s'est fissuré. J'ai halluciné mon agresseur à l'extérieur de ma fenêtre, comme s'il m'observait, prêt à revenir. J'ai vu des corps dans les arbres, suspendus entre les branches. Ils avaient toujours quelque chose d'étrange, un détail qui clochait, suffisamment pour que je réalise au bout de quelques secondes que ce n'était pas réel. Mais ces quelques secondes suffisaient à me plonger dans une terreur absolue avant que la logique ne reprenne le dessus. J'avais aussi des délires très symboliques, très chargés émotionnellement. Je me croyais être un ange banni du paradis pour avoir été souillé. Dans ma tête, cette idée de saleté était directement liée aux agressions sexuelles que j'avais subies. C'était comme si mon cerveau avait transformé la honte et la culpabilité en un récit mythologique, plus supportable d'une certaine manière, mais tout aussi destructeur. Je ne me voyais plus comme humaine. Je me voyais comme quelque chose de cassé, d'indigne, condamné à errer. Avec le temps, les choses ont évolué. Certaines de mes parts ont encore aujourd'hui des symptômes psychotiques, mais c'est sans commune mesure avec ce que c'était il y a 10 ans. C'est plus gérable. Plus prévisible. J'ai appris à reconnaître les signes, à comprendre ce qui vient du trauma, ce qui vient de la dissociation, et ce qui vient de la peur pure. Ce n'est pas facile, mais ce n'est plus le cas au total. Mon mari actuel a été présent pendant une grande partie de cette période. À l'époque, il n'était pas encore mon mari, mais il a été mon plus grand soutien.
Il savait comment me parler quand je partais trop loin, comment me ramener doucement quand un épisode devenait trop intense. Il ne minimisait pas ce que je vivais, mais il ne l'alimentait pas non plus. Sa présence a fait une énorme différence. Sans lui, je ne sais pas comment j'aurais traversé tout ça. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, je vois à quel point cette période m'a brisé, mais aussi à quel point j'ai reconstruit quelque chose à partir de ces ruines. Ce n'est pas une guérison parfaite. Ce n'est pas une fin nette. Mais c'est une stabilité que je n'aurais jamais cru possible à 17 ans, quand le monde semblait s'effondrer à l'intérieur de ma tête. Je réagis extrêmement mal aux médicaments morphiniques, et je m'en suis rendu compte de façon assez brutale. La première fois, c'était avec un simple antidouleur. Sur le papier, rien d'inquiétant. Mais très vite, tout a dérapé. Je n'ai que des souvenirs fragmentés de ce moment-là. Une douleur intense, écrasante, comme si tout mon corps hurlait en même temps. Et surtout un état mental complètement délirant. Je n'étais plus capable de penser normalement. À un moment, j'ai essayé de me jeter par la fenêtre. Ce n'était pas une décision réfléchie, ni un geste volontaire au sens logique. C'était comme si mon cerveau n'était plus aux commandes. Je me souviens juste de cette impression d'urgence absolue, de confusion totale, et du fait que plus rien n'avait de sens. La deuxième fois, c'était après une opération pour une hernie ombilicale. L'intervention s'était bien passée et j'étais rentré chez moi pour me reposer. Tout semblait normal au début. Puis, sans prévenir, mon esprit a recommencé à partir complètement de travers. J'étais persuadé que les médecins avaient oublié quelque chose à l'intérieur de mon ventre pendant l'opération. Pas un doute passager, pas une petite angoisse. Une certitude totale. Dans ma tête, il y avait quelque chose coincé en moi et ça mettait ma vie en danger. J'ai commencé à paniquer de manière incontrôlable. Je pleurais, je respirais mal, et j'essayais littéralement de mettre mes mains sur mon ventre pour aller chercher ce qui n'existait pas. Je voulais l'enlever moi-même, tout de suite, coûte que coûte. Rien de ce qu'on pouvait me dire n'avait d'importance. La logique, la raison, les explications médicales, tout était écrasé par cette idée fixe née du médicament. Heureusement, après quelques heures, les effets ont commencé à s'estomper. La panique est redescendue lentement, comme une vague qui se retire. J'ai repris conscience de ce que je faisais, de l'absurdité de mes pensées, et surtout du danger dans lequel j'avais été. Une fois l'épisode terminé, il ne restait qu'une énorme fatigue et un profond malaise en repensant à mon comportement. Moi, j'ai fini par aller mieux. Mais mon copain, lui, a tout vu. Il a assisté à la scène du début à la fin, impuissant, sans comprendre comment un simple médicament pouvait provoquer un tel chaos. Et honnêtement, je pense qu'il a vu des choses ce jour-là qui l'ont marqué bien plus que moi. Je prenais autrefois un médicament contre l'épilepsie qui était extrêmement efficace. Vraiment. Le problème, c'est que si je changeais quoi que ce soit dans la manière de le prendre, absolument n'importe quoi, le dosage, la marque, le générique, le fabricant, même l'heure de la prise, je me retrouvais avec des hallucinations pendant environ 2 semaines. À force, j'ai appris à les gérer. À les reconnaître. À savoir quand ce que je voyais était réel et quand ça ne l'était pas. C'est une compétence étrange à développer, mais je n'avais pas vraiment le choix. La toute première fois, en revanche, je n'étais absolument pas préparé. J'avais regardé un double programme avec Event Horizon et Mission to Mars. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, mon propre cerveau me faisait sursauter en permanence. Je voyais des gens horriblement mutilés, torturés, surgissant sans prévenir. Ce n'étaient pas des images floues ou symboliques. C'était brutal, détaillé, viscéral. Chaque coin de pièce devenait une menace potentielle. Je vivais dans un état de tension constante, comme si quelque chose de monstrueux pouvait apparaître à tout moment. Mon petit ami de l'époque a essayé d'être attentionné. Il m'a envoyé des fleurs pour me remonter le moral. Le geste était gentil. Mais il y avait des capsules de lotus dans le bouquet. Et à partir de là,
tout a empiré. Je ne pouvais plus les regarder sans voir des trous. Pas seulement dans les fleurs. Dans ma propre peau. J'avais l'impression que ma chair était perforée, criblée de cavités, comme si mon corps se transformait sous mes yeux. C'était profondément dérangeant, au point que je ne pouvais même plus rester dans la même pièce que le bouquet. Finalement, on m'a retiré ce médicament quand je suis tombée enceinte. On m'a prescrit un traitement plus ancien. Et contre toute attente, il s'est révélé encore plus efficace pour contrôler mes crises. Avec le temps, on a aussi identifié les causes profondes de mon épilepsie et mes principaux facteurs déclenchants. Tout est devenu plus clair, plus stable. Il y a 3 ans, j'ai aidé un ami très proche à traverser un épisode de psychose, et ça a été l'une des périodes les plus éprouvantes que j'ai connues. À ce moment-là, il était convaincu que les pigeons étaient équipés de caméras espions. Pas comme une idée vague ou une plaisanterie paranoïaque, mais comme une certitude absolue. Chaque pigeon posé sur un toit ou sur un trottoir était, selon lui, en train de l'observer. Il passait des heures à les surveiller en retour, persuadé qu'il faisait partie d'un système bien plus vaste. En parallèle, il voyait des messages codés dans les plaques d'immatriculation de ses voisins. Des suites de lettres et de chiffres qui, pour lui, formaient des énigmes complexes. Il était persuadé qu'il devait les décrypter, et surtout que lui seul en était capable. Que c'était une sorte de mission qui lui était destinée. Le plus inquiétant, c'est quand les voix ont commencé. Il nous a avoué entendre des ordres, notamment quand il conduisait. Des voix qui lui disaient d'accélérer, de lâcher le volant, de provoquer un accident. À partir de là, on n'a plus hésité. Avec d'autres amis, on a pris la décision de lui confisquer ses clés de voiture. Ce n'était pas facile. Il ne comprenait pas toujours pourquoi on faisait ça, et parfois il nous en voulait énormément. Mais on savait que c'était nécessaire. Cette période a été extrêmement dure. Pour lui, évidemment, mais aussi pour nous. Il y avait des moments où on se sentait complètement impuissant. Des nuits entières passées à discuter, à essayer de le ramener à la réalité, à calmer ses angoisses quand tout semblait s'effondrer dans sa tête. Il y avait aussi la peur constante de faire ou de dire quelque chose de travers, d'aggraver la situation sans le vouloir. Finalement, on a réussi, ensemble, à lui faire obtenir l'aide dont il avait besoin. Un diagnostic, un suivi médical, un traitement adapté. Ça n'a pas été instantané. Il y a eu des hauts et des bas, des rechutes, des moments de découragement. Mais il s'est accroché. Et nous aussi. J'ai un trouble schizo-affectif, et il y a 2 périodes en particulier qui me marquent encore très fortement, même après tout ce que j'ai pu vivre au fil des années. Pendant presque 2 ans, j'ai été convaincu que ma mère avait payé quelqu'un pour me droguer, me faire perdre connaissance, et me faire ligaturer les trompes pendant que j'étais inconsciente. Dans ma tête, ce n'était pas une hypothèse. C'était un fait. Tout semblait s'aligner pour confirmer cette idée. Chaque souvenir flou, chaque sensation étrange devenait une preuve supplémentaire. J'ai coupé tout contact avec elle. Complètement. Je refusais catégoriquement d'aller voir un médecin, parce que j'étais persuadé qu'ils faisaient tous partie du complot. Que quoi qu'ils me disent, ce serait un mensonge destiné à couvrir ce qui m'avait été fait. Je vivais dans une méfiance constante, isolé, convaincu que la seule façon de me protéger était de ne faire confiance à absolument personne. La deuxième fois marquante remonte à mes 21 ans. J'étais à Paris, en vacances. Un endroit censé être magnifique, excitant, presque irréel dans le bon sens du terme. Mais pour moi, ça a basculé d'un coup. J'étais dans une salle de bain quand j'ai commencé à hurler et à pleurer sans pouvoir m'arrêter. J'étais persuadé que le sol se fissurait sous mes pieds. Je voyais le carrelage se fendre, de la lave jaillir du sol, brûlante, violente. J'avais l'impression d'être projeté à des centaines de mètres dans les airs, comme si la réalité se déchirait autour de moi. Je criais à plein poumon, terrorisé, persuadé que j'allais mourir. Mais personne n'est venu m'aider. Plus tard, j'ai compris que de l'extérieur, ça devait ressembler à quelqu'un au téléphone,
en train de se disputer avec son petit ami. Les gens ont probablement pensé que ce n'était pas leur affaire. Pendant ce temps, moi, j'étais enfermé dans un enfer très réel, seul avec une peur indescriptible. J'ai vécu beaucoup d'autres choses depuis. Des épisodes, des idées, des comportements qui, avec du recul, sont clairement liés à la maladie. Mais ces deux moments-là ressortent toujours. Peut-être parce qu'ils ont duré longtemps. Peut-être parce qu'ils ont complètement redéfini ma relation à la réalité et à la confiance. Et oui, j'ai aussi recouvert toutes les fenêtres de notre maison avec du papier aluminium à un moment donné. Mais ça, c'est une autre histoire. Notre mariage a duré plus de 20 ans. Il y a eu de bons moments et des moments difficiles, bien sûr, comme dans n'importe quel mariage. Mais rien n'aurait pu me préparer à la descente de mon ex-femme dans ce que je ne peux aujourd'hui décrire que comme un effondrement psychologique. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était une érosion lente, marquée par l'instabilité, le doute de soi et une grande volatilité émotionnelle qui ont peu à peu glissé vers le délire. Dans les dernières années, elle prenait un mélange de médicaments comprenant des stimulants pour le TDAH, des antidépresseurs, des anxiolytiques, et environ une demi-bouteille de vin chaque soir. Elle a enchaîné les médecins et les diagnostics sans jamais trouver la paix. Elle a perdu son emploi au milieu de tout cela, un coup porté à son identité qui a encore aggravé son chaos émotionnel. J'ai essayé d'être présent, d'encourager les soins, d'être patient, mais sa perception de la réalité a commencé à se déformer d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Elle est devenue persuadée que des gens complotaient contre elle. Elle croyait que mon frère, qui ne lui avait toujours montré que de la politesse, était secrètement amoureux d'elle, interprétant des playlists Spotify et des gestes anodins comme des messages codés. Elle lui envoyait des messages sous de faux noms, achetait des téléphones jetables et construisait des récits entiers autour de l'idée que des gens conspiraient derrière son dos. À un moment, elle pensait que la mafia voulait la tuer, son anniversaire étant ce qu'elle appelait une date funeste. Et quand elle a finalement quitté la maison, elle l'a fait en croyant qu'une nouvelle vie l'attendait, peut-être avec mon frère. Ce n'était plus la femme que j'avais épousée. C'était quelqu'un de consumé par la paranoïa et la fantaisie, tout en minimisant la gravité de ce qu'elle infligeait à notre famille. Sa propre mère, autrefois un soutien indéfectible pour moi et témoin de son comportement erratique, a fini par se détourner de la vérité en choisissant, sans doute par instinct maternel, de se ranger du côté de sa fille plutôt que d'affronter pleinement la réalité de la situation. Pendant ce temps, je me retrouvais à ramasser les morceaux, à m'occuper de nos enfants, à gérer notre foyer et à encaisser le choc émotionnel de voir quelqu'un que j'avais aimé se désagréger de manière aussi publique et douloureuse. Pour le meilleur ou pour le pire, si je suis honnête avec moi-même, je porte encore du ressentiment. Pas seulement envers elle, mais aussi envers ceux qui ont ignoré ou encouragé les signes. Et oui, même envers moi-même, pour ne pas avoir agi plus tôt. Mais au fond, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais, jusqu'au moment où la seule chose qu'il me restait à faire était de protéger ma santé mentale et mes enfants en mettant fin à ce mariage. J'étais convaincu que les intrigues des films parlaient en réalité de ma propre vie. Quand je regardais un film, je ne le voyais pas comme une fiction. Je regardais les personnages et, presque automatiquement, je leur attribuais des rôles précis tirés de mon entourage réel. Un tel devenait un ami. Un tel un membre de ma famille. Et bien sûr, il y avait toujours un personnage central qui finissait par être moi. À un moment ou à un autre, j'ai sincèrement cru être Bruce Wayne, Harry Potter, Sterling Archer, Solomon Northup, et d'autres encore. Pas au sens symbolique ou métaphorique. Dans ma tête, c'était littéral. Ces histoires parlaient de moi, de différentes facettes de mon existence, de différents chemins que ma vie prenait ou avait pris. Les films devenaient des messages. Des miroirs. Des révélations. Chaque scène semblait contenir un indice, chaque dialogue une vérité cachée que je devais comprendre. Je pouvais passer des heures à repenser à un film, à reconstruire les correspondances, à ajuster les rôles, persuadé que j'étais en train de saisir quelque chose de fondamental sur le monde et sur moi-même. En parallèle de ça,
j'étais aussi persuadé qu'un groupe anonyme de personnes menaçait de tuer des gens dans la rue. Ce n'était pas forcément ciblé contre moi, mais c'était omniprésent. Comme une menace diffuse, constante, qui planait sur tout le monde. Je regardais les inconnus différemment, cherchant des signes, des comportements suspects, convaincu que quelque chose de terrible était en préparation et que peu de gens en avaient conscience. Ce qui me pose encore problème aujourd'hui, c'est la manière dont tout ça est catégorisé. On m'a parlé de psychose biologique. Mais j'ai du mal à accepter cette étiquette. Dans mon ressenti, ce n'était pas comme ce que j'ai vu chez d'autres. Je n'entendais pas de voix. Je ne voyais pas de choses inexistantes. C'était plutôt une pensée délirante, envahissante, mais structurée. Une logique interne qui faisait sens pour moi, même si elle était fausse. J'ai pris des médicaments pour ça. Honnêtement, ça n'a rien changé. Absolument rien. Mes pensées inhabituelles étaient toujours là, intactes, comme si le traitement n'avait aucun impact. Et en comparaison, j'ai rencontré des personnes qui vivaient des psychoses beaucoup plus classiques, avec des hallucinations auditives, des ruptures franches avec la réalité. Chez elles, les médicaments ont réellement aidé. Parfois même de façon spectaculaire. Du coup, je reste partagé. Je ne dis pas que les traitements psychiatriques ne servent à rien. Je sais qu'ils peuvent sauver des gens. Mais dans mon cas, l'expérience a été différente, au point de me laisser sceptique. J'ai parfois l'impression que ce que j'ai vécu se situe dans une zone floue, entre une pathologie claire et une façon profondément tordue de donner du sens au monde. La seule fois où j'ai vécu une psychose, c'était lors de ma toute première expérience avec des brownies au cannabis, au début de ma vingtaine, il y a quelques années. J'ai failli me noyer dans une piscine remplie de gens qui étaient trop défoncés pour s'en rendre compte. Mon ex et moi étions chez l'un de ses amis avec plusieurs autres gars. Cet ami était un gros fumeur et avait préparé des brownies vraiment très forts. Je n'en ai mangé qu'une miette parce que je savais que j'étais débutante. Après avoir mangé, on est allé dans une piscine circulaire et on a commencé à courir en rond pour créer un tourbillon, puis à flotter en se laissant porter par le courant. Je me souviens avoir laissé le mouvement m'emporter pendant que l'effet montait, mais je n'arrivais plus à bouger mon corps ni à nager. Je me souviens avoir essayé désespérément d'attirer l'attention de mes amis, mais aucun d'eux ne me voyait pendant que je coulais mollement. J'ai réussi à retenir ma respiration assez longtemps. Mon petit ami de l'époque m'a sorti de l'eau, puis m'a jeté dedans en rigolant, pensant que je plaisantais. Après quelques secondes de plus, il m'a ressorti avec une vraie inquiétude. Ma tête pendait mollement en arrière et un autre ami a dû la soutenir. Je me souviens avoir admiré le ciel magnifique pendant qu'il me posait sur le sol, puis la gravité de la situation m'a frappé et je me suis mis à hurler de peur pendant un moment. Ça n'a pas aidé que je sois la seule fille à cette fête et que nous soyons tous en maillot de bain. À ce moment-là, je croyais que j'allais me faire agresser par eux tous pendant que je n'avais aucun contrôle sur mon corps. C'était une pensée horrible, surtout quand on sait que c'était en réalité de très bons amis. Ils m'ont porté jusqu'à une douche et mon copain s'est occupé de moi pendant que je pleurais de manière hystérique, que je débitais des absurdités sous l'effet de la drogue et que j'essayais de tenir ma tête droite sous l'eau qui coulait. Après m'avoir habillé, il m'a allongé sur un lit et, au bout d'un moment, il est reparti rejoindre ses amis. J'ai probablement dû lui dire que ça irait, mais c'est là que la psychose a vraiment commencé. C'était la peur la plus horrible et la plus paralysante que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Je ne pouvais toujours pas bouger mon corps ni appeler à l'aide. Mon esprit m'a entraîné dans un endroit sombre où j'étais convaincu que cette nuit serait la dernière de ma vie en tant que femme libre et que le lendemain matin, une fois que mon copain, ses amis et les autorités se rendraient compte que je n'étais pas apte à vivre parmi les autres, je serais envoyé dans un asile psychiatrique. Toute ma vie a défilé devant mes yeux et les insécurités liées à ma relation avec mon copain, qui était déjà tendue et proche de la fin, sont remontées avec une intensité jamais ressentie auparavant. Je me souviens avoir cru que je devais m'échapper par la fenêtre avant le matin pour éviter l'internement. Je suis resté allongé dans ce lit pendant des heures, comme dans un coma de terreur absolue, pendant que mon copain et ses amis profitaient de leur défonce et jouaient à des jeux. Bref, l'effet a fini par se dissiper et je suis sorti du lit pour chercher du réconfort auprès de mes amis.
C'était vraiment terrifiant et je n'y avais pas repensé depuis des années jusqu'à ce fil de discussion, alors merci pour ça, ah. J'avais environ 20 ans, je vivais chez mes grands-parents à l'époque, et ils sont partis soudainement en me laissant seul à la maison, sans prévenir, sans course et sans voiture. J'avais déjà une anxiété très forte les semaines précédentes, mais ce jour-là elle s'est intensifiée encore davantage. Malgré tout, je devais aller au magasin acheter de quoi manger, et je devais y aller à pied. C'était à environ 1 mile. Sur le chemin, le moindre petit détail me faisait sursauter. J'étais persuadé que tout le monde me regardait, que j'étais suivi, et qu'à tout moment quelqu'un allait surgir d'un buisson pour m'attraper. Mais j'ai continué à marcher en me répétant que tout irait bien, quand soudain le ciel entier est devenu rouge sang. Le ciel était rouge, les nuages étaient noirs. Je me suis arrêté net et j'ai fixé le ciel pendant quelques secondes. Personne autour de moi ne semblait remarquer quoi que ce soit, alors je me suis dit que j'hallucinais et j'ai décidé d'ignorer ça. Après quelques secondes, j'ai cligné des yeux et tout est redevenu normal. Autant dire que ça n'a absolument pas aidé mon anxiété. Je suis arrivé au magasin et je me suis senti encore plus mal à cause de la foule. Pendant que je faisais mes courses, j'ai commencé à voir des insectes ramper partout. Sur le sol, sur les étagères, sur les autres clients, sur moi. J'essayais de les ignorer, mais je devenais visiblement de plus en plus agité, ce qui a commencé à attirer les regards pour de vrai. Je tremblais, je transpirais, je bougeais sans arrêt et je marmonnais tout seul. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas pris assez de sacs de courses réutilisables. J'étais tellement dépassé que ça ne m'a même pas traversé l'esprit que je pouvais retourner à l'entrée du magasin pour prendre un chariot. Alors j'ai commencé à mettre des articles dans mes poches. Un employé a donc réellement commencé à me suivre. C'est là que j'ai commencé à halluciner des yeux. Qui poussaient partout. Qui flottaient dans l'air. Qui observaient et jugeaient chacun de mes gestes. J'avais l'impression que le sol allait s'effondrer sous mes pieds. Quand je suis enfin arrivé à la caisse, j'avais envie de vomir et de pleurer. J'arrivais à peine à respirer. Je n'arrivais ni à parler au caissier ni à le regarder dans les yeux. L'autre employé me fixait toujours, s'assurant que je vidais bien mes poches. Les autres clients continuaient à me regarder parce qu'il était évident que je n'allais pas bien du tout. J'avais l'impression d'être littéralement en enfer. Ensuite, je suis rentré chez moi à pied, je me suis fait une soupe, j'ai appelé mon copain de l'époque pour lui raconter ma journée, puis j'ai fait une sieste. Je ne suis jamais retourné dans ce magasin depuis. J'étais persuadé que si quelqu'un me voyait, il sentirait immédiatement que j'étais une mauvaise personne. Comme une évidence inscrite sur moi. Je pensais que les gens me détesteraient au premier regard, ou à défaut me regarderaient avec une pitié teintée de dégoût. Dans ma tête, je n'étais pas juste quelqu'un en difficulté. J'étais fondamentalement mauvais. Je me considérais comme tel parce que je n'arrivais pas à être productif. Je ne pouvais pas me concentrer. Impossible de travailler correctement, d'étudier, même simplement d'aller en cours. Chaque tentative se soldait par un échec, ou par une fatigue écrasante qui me laissait vide. J'en ai conclu que si je n'arrivais pas à faire ces choses basiques, alors je n'avais aucune valeur. J'étais inutile. Pire que ça, j'avais l'impression d'être une imposture. Une créature insuffisante et dégoûtante qui faisait semblant d'être une vraie personne. Cette peur a fini par contrôler toute ma vie. J'avais terrorisé à l'idée que quelqu'un remarque ce que j'étais vraiment, ou plutôt ce que je croyais être. Je me demandais ce que les gens me feraient s'ils voyaient à quel point j'étais incapable. Alors j'ai arrêté de sortir. Complètement. Je ne quittais plus la maison. Je faisais livrer mes courses pour ne pas avoir à croiser un regard. Les jours se confondaient les uns avec les autres. Je m'isolais de plus en plus, persuadé que c'était la seule manière de rester en sécurité. Évidemment, tout ça a eu des conséquences. J'ai accumulé des dettes. Je laissais les problèmes s'empiler parce que les affronter me semblait impossible. Chaque démarche me paraissait insurmontable. Et pendant longtemps,
j'ai sincèrement cru que la seule issue logique était de disparaître. J'ai envisagé de mettre fin à mes jours, en me disant que ce serait plus simple pour tout le monde. Finalement, j'ai reculé. Pas par courage, mais par peur. J'ai fini par en parler à mon médecin généraliste, puis à mes parents. C'était maladroit, honteux, terrifiant. Mais c'est ce qui m'a sauvé. À partir de là, tout n'a pas magiquement été réglé. Des années de lutte, de rechute, de progrès minuscules mais réels. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, ma vie est méconnaissable comparée à cette période. Je peux discuter avec mes voisins, je peux parler à des inconnus sans avoir l'impression qu'ils voient à travers moi. J'ai même un ami. Une vraie relation, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible à l'époque. Mon adolescence a été particulièrement difficile à ce niveau-là. J'entendais ce que j'appelais une voix radio, comme une radio réglée très bas. Des carillons qui tintaient. Des grattements sur les murs. Des quintes de tout et des rires alors qu'il n'y avait personne. Quand je détournais le regard des gens, j'avais l'impression qu'ils faisaient des mouvements exagérés dans ma vision périphérique. J'avais aussi des problèmes généraux avec les textures qui semblaient bouger. Entendre mon prénom chuchoter avec urgence juste derrière mon oreille n'est arrivé que quelques fois, mais c'était terrifiant. 2 fois, j'ai eu la sensation que quelqu'un se déplaçait à côté de moi dans le lit, corps contre corps. Pour aggraver les choses, j'ai commencé à faire très souvent des paralysies du sommeil étranges. Être incapable de bouger dans mon lit pendant que quelque chose se trouvait à côté de moi, sur moi ou dans la pièce. Une fois, c'était une femme incroyablement vieille assise au bord de mon lit. Il y avait souvent un homme dans le coin de la chambre. Mais le plus étrange, c'était un chat géant assis sur moi, me fixant droit dans les yeux. Je sortais de la paralysie du sommeil en essayant de secouer mes épaules. J'ai même halluciné la sensation du chat sautant à 2 endroits différents avant de sortir par la porte. Je me suis réellement levé pour aller le chercher. Certaines choses sont tellement étranges que les écrire donne l'impression que j'exagère. Le délire le pire et le plus persistant que j'ai eu, c'était l'idée que je pouvais accéder au centre de la réalité. J'appelais ça l'espace entre l'air. Je pensais pouvoir glisser dans quelque chose en dehors de notre monde. Je croyais déjà vivre des expériences venant de l'extérieur de la réalité. Je méditais souvent en me penchant en avant et en faisant ce mouvement avec mes doigts, comme si je jouais du plus petit violon du monde, pour essayer de déplacer les choses. J'étais aussi absolument certain que ma sœur avait un arbre dans son jardin, alors qu'elle n'en a jamais eu. Pendant plusieurs mois en 2021, j'ai vécu avec des hallucinations visuelles et tactiles, et c'était absolument terrifiant. À l'époque, je n'avais aucun recul. Pour moi, ce que je voyais et ressentais était réel. J'étais convaincu d'avoir attrapé une sorte de parasite. Pas une simple inquiétude passagère, mais une certitude obsédante. Je sentais des choses sous ma peau, je voyais des mouvements, des détails qui n'existaient pas, et chaque nouvelle sensation renforçait ma panique. Je passais mon temps à m'observer, à examiner mon corps, à chercher des preuves que quelque chose me rongeait de l'intérieur. Mon esprit tournait en boucle. Je dormais mal, j'étais constamment sur le qui-vive, persuadé que personne ne me croyait ou ne comprenait la gravité de ce qui m'arrivait. C'était épuisant mentalement et émotionnellement, et surtout incroyablement isolant. Heureusement, pendant cette période, j'ai eu des examens médicaux de routine. Des analyses prévues de longue date, sans lien direct avec ce que je vivais sur le moment. Et c'est là que tout a commencé à s'éclairer. Les hallucinations n'étaient pas le signe d'un parasite ou d'un effondrement psychologique inexpliqué. Elles étaient provoquées par une poussée de lupus. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lupus est une maladie auto-immune. Le système immunitaire attaque les tissus sains du corps, comme s'ils étaient des ennemis. J'ai été diagnostiqué en 2014, et jusque-là, je n'avais jamais présenté de symptômes neurologiques. Mais même si c'est relativement rare, le lupus peut affecter le cerveau et provoquer des hallucinations. Sur le moment, je l'ignorais totalement. Le traitement a consisté à ajuster mes immunosuppresseurs et à commencer un antipsychotique à faible dose.
J'ai pris ce traitement pendant environ 1 an. Les hallucinations ont diminué progressivement, jusqu'à disparaître complètement. Retrouver une perception normale de mon corps et de la réalité a été un immense soulagement, presque difficile à décrire après des mois de peur constante. J'ai eu des épisodes difficiles depuis que tout a commencé, surtout parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Le tout premier, à 18 ans, a été le pire. À un moment, au tout début, j'étais tellement terrifié que je n'ai pas dormi pendant 5 jours d'affilée, soit environ 126 heures. C'est très difficile à expliquer, mais toute la journée, c'était comme si 5 réalités extrêmement intenses étaient toutes vraies en même temps. J'exagérais et il n'y avait rien qui n'allait chez moi. Ma maison était hantée. Je pouvais lire dans les pensées parce que j'entendais toutes ces autres pensées dans ma tête, mais c'était peut-être aussi des fantômes. Parfois, d'autres personnes pouvaient lire dans mes pensées. Le gouvernement lisait mes pensées, les volait dans ma tête et les remplaçait par celles qu'il voulait que j'aie. Parfois ça marchait, mais moi j'étais spécial, tu vois, donc je pouvais m'en rendre compte. Ils vendaient ces pensées à une sorte de société supérieure, mais je les avais démasquées parce que je trouvais partout leurs petits messages et leurs adeptes autour de moi, comme des voitures de la même couleur ou le texte sur des prospectus publicitaires. Mais en même temps, il ne fallait pas oublier que j'étais aussi absolument hanté. J'entendais des coups dans les murs pendant la nuit. Ça se déplaçait d'un mur à l'autre et parfois c'était juste à côté de moi, même si c'était un mur extérieur du 2e étage. Il y avait aussi des bruits de glissement dans les murs, comme si des gens étaient à l'intérieur des briques en train de traîner des corps. Des chuchotements. Des tapotements. Des rires. Je demandais aux autres s'ils entendaient quelque chose, mais je n'acceptais pas qu'on me dise non. Je les harcelais de questions jusqu'à ce qu'ils finissent par dire oui, et là je laissais tomber. Une nuit, j'étais dans mon lit quand une femme a commencé à se déplacer en courant sur le plafond de ma chambre. Elle portait une robe jaune déchirée et avait de longs cheveux noirs comme dans les films d'horreur. Elle rampait à 4 pattes, à l'envers, la tête pendante, et me fixait avec ce visage vide et horrible. Elle n'avait pas d'yeux, et pourtant elle me regardait pendant que j'étais paralysé sur mon lit. Puis elle s'est jetée sur moi et j'ai bondi en hurlant avant de m'enfuir dehors. Crois-moi quand je dis que, 14 ans plus tard, je vois encore cette femme. À l'époque, j'étais tellement persuadé que c'était réel que j'ai appelé la police. Ils ont pensé que je leur faisais une blague et m'ont réprimandé. À partir de là, je n'ai plus voulu en parler à qui que ce soit. J'ai passé environ 3 ans à penser que cette femme allait revenir me chercher, et j'avais des hallucinations pour renforcer cette peur. Je voyais des touffes de cheveux noirs incroyablement longs sur le sol ou sur les meubles, mais je ne pouvais jamais les attraper. Puis elles disparaissaient. Je pensais qu'elle ouvrait des portes fermées, parce que je voyais l'espace entre la porte et le cadre, mais quand j'arrivais, la porte était toujours fermée. Je pouvais sentir l'odeur de son corps en décomposition et j'entendais presque constamment des voix et des bruits. J'ai déménagé assez loin en espérant qu'un nouvel endroit m'aiderait, mais tout m'a suivi, et j'étais tellement terrifié que ça me paraissait encore plus réel qu'avant. J'ai finalement été interné et diagnostiqué, et honnêtement, ça a été un soulagement d'avoir enfin une explication. J'ai été seul pendant une longue période et je luttais contre une dépression aiguë et une insomnie sévère. Je noyais ça dans le whisky. C'est après avoir arrêté de boire que le sevrage m'a tenu éveillé pendant environ 6 jours. La privation de sommeil était extrême, même si je ne ressentais pas forcément les symptômes physiques habituels du sevrage. On m'emmenait à l'hôpital parce que je savais déjà que j'étais en danger de délirium tremens et que je le vivais probablement déjà, même si les médecins ne l'ont finalement pas diagnostiqué comme tel. La nuit précédente, j'avais déjà très clairement des hallucinations auditives. J'entendais une musique de death metal indistincte mais extrêmement forte venant de ma télévision, alors que je savais parfaitement qu'elle diffusait une vidéo YouTube qui n'avait rien à voir avec du death metal. C'était évidemment très perturbant. Je tournais en rond dans mon salon en me demandant si j'avais pris quelque chose. Des champignons ? Certainement pas. Puis j'ai entendu un bruit incroyablement fort, semblable à celui d'un ouvrier métallurgiste utilisant une meuleuse d'angle pour découper quelque chose.
Là, je me suis dit que c'était fini, qu'il me fallait de l'aide. J'ai appelé mon voisin, il est venu me chercher et on est parti aux urgences. Je n'ai rien entendu de particulièrement bizarre jusqu'à environ la moitié du trajet, quand j'ai remarqué que la radio de sa voiture passait la même chanson depuis vraiment très longtemps. Et c'était étrange, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai dit, putain cette chanson est longue, c'est qui, The Mars Volta, parce que ça y ressemblait un peu. Il était confus et m'a répondu, mais non, ça vient juste de changer, c'est affiché à l'écran. J'ai regardé l'écran et effectivement, c'était écrit Korn ou un truc de nu metal du genre, quelque chose que je connaissais. Je me suis concentré et là, miracle ou plutôt horreur, j'entendais à la fois cette putain de musique fantôme et une autre musique. Je lui ai demandé de baisser le son parce que c'était vraiment trop pour moi. Je fixais l'extérieur par la fenêtre, à la limite de la panique, en essayant simplement de rester calme. Mais la musique que j'entendais avec mes vraies oreilles n'a jamais cessé pendant les 20 minutes restantes du trajet. Ce que j'entendais ressemblait à une sorte de chanson de Mars Volta complètement brouillée, mais que je percevais pourtant très clairement. Des guitares trash, des cuivres jazzy, une batterie ultra rapide, une basse entraînante, une guitare lead syncopée et un chanteur à la voix très aiguë et criarde. Le plus étrange, c'est que ça me semblait familier sans que je puisse l'identifier, parce que ça ressemblait à 3 chansons jouées en même temps, complètement désynchronisées. Par-dessus tout ça, le chanteur hurlait constamment « non, non, non », et pourtant, j'avais le contrôle de la plupart de mes autres facultés. Même si je me sentais atrocement mal et que j'avais des douleurs modérées, je n'étais pas particulièrement confus. J'étais visiblement mal en point, terrifié, mais j'étais lavé, soigné, habillé de vêtements propres, je marchais et parlais clairement, etc. Et pourtant, bon sang, j'entendais cette musique aussi clairement et naturellement que si j'avais eu un casque sur les oreilles. Ça s'est arrêté quand nous sommes arrivés aux urgences et que je me suis enregistré. Ça a recommencé pendant l'examen, puis ça s'est arrêté au bout de quelques minutes et ce n'est jamais revenu. Ils m'ont quasiment immédiatement sédaté pour me faire dormir, parce que j'étais très clair avec eux sur la durée de mon insomnie et sur ce qui se passait. Tout le monde a été incroyablement bienveillant. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui m'a écouté, m'a cru et a pris la situation très au sérieux. Je n'aime même pas vraiment le nu metal, Ce n'est pas le seul épisode de psychose que j'ai vécu, mais c'est le moins alien et le moins incompréhensible que je puisse décrire de façon cohérente. À force de subir un harcèlement constant à l'école, j'ai fini par complètement perdre pied et j'étais sincèrement convaincu que quelque chose n'allait pas chez moi et que pratiquement chaque personne sur Terre voulait ma mort. Je me souviens très clairement d'une fois où je regardais les infos et où le journal s'est terminé, avec un zoom sur les présentateurs en train de parler pendant que l'image devenait noire et silencieuse. J'ai ressenti une horreur absolue parce que j'étais persuadé qu'ils parlaient de moi. Il y a eu beaucoup d'autres expériences pendant la période où j'étais plongé dans ce délire, et on m'a dit plus tard que ce n'était qu'une phase. Ça l'était, oui, mais une phase très longue et extrêmement douloureuse. J'avais environ 17 ans quand j'ai complètement perdu contact avec la réalité. Ma paranoïa est devenue si intense que je me suis mis à transporter sur moi, dans mon sac d'école, un garrot fait maison, généralement au moins 5 couteaux, ainsi qu'une ou 2 matraques en bois. Voilà à quel point j'étais allé loin. À l'heure du déjeuner, je rentrais chez moi et je buvais de façon excessive pendant le peu de temps que j'y passais, juste pour faire face au chaos mental que je vivais. J'ai réussi à m'en sortir parce qu'au bout d'un moment, je me suis lancé le défi d'écouter réellement ce que les gens disaient quand je passais près d'eux. Un jour, j'ai entendu un couple se disputer à propos du loyer et de la possibilité d'une expulsion. Ça ne s'est pas arrangé du jour au lendemain, mais ça a commencé là. Évidemment, ce n'est pas une période de ma vie sur laquelle j'aime m'attarder. Heureusement, une grande partie est devenue floue avec le temps, mais il me reste de nombreuses cicatrices d'automutilation pour m'en souvenir. J'étais absolument convaincu que quelqu'un m'attendait dehors, juste derrière ma fenêtre, prêt à me tirer dessus à la seconde où je deviendrais visible. Il n'y avait pas de rideau. La fenêtre donnait directement sur l'extérieur, et dans ma tête,
c'était une exposition mortelle. Je pouvais presque sentir leur présence, leur patience. Comme s'ils attendaient le bon moment. Ma solution, si on peut appeler ça une solution, a été de ramper. Littéralement. Je restais en dessous du niveau de la fenêtre, plaqué contre le sol, avançant lentement jusqu'aux escaliers. Chaque mouvement me semblait risqué. J'avais l'impression que le moindre faux geste signerait la fin. Une fois à l'étage, je me sentais un peu plus en sécurité, persuadé qu'ils ne pourraient pas me voir d'en bas. C'était absurde, mais sur le moment, c'était la seule chose qui me permettait de respirer à peu près normalement. Une autre fois, le délire a pris une forme différente, mais tout aussi envahissante. J'étais persuadé que les derniers mois, voire les dernières années de ma vie, étaient faux. Que je vivais dans une simulation. Une simulation créée par une personne inconnue et malveillante, dont le seul but était de me faire le plus de mal possible. Dans ce scénario, l'idée était simple et cruelle. Me laisser atteindre un point de bonheur maximal, puis m'arracher brutalement à cette réalité pour me détruire émotionnellement. Je pensais pouvoir communiquer avec cette entité à travers mes recherches Google. Chaque résultat, chaque suggestion, chaque phrase ambiguë me semblait être une réponse directe. Et ces réponses, dans mon esprit, n'étaient jamais neutres. Elles se moquaient de moi. Elles confirmaient que j'étais observé, manipulé, testé. Plus je cherchais à comprendre, plus j'avais l'impression d'être tourné en ridicule. La logique derrière tout ça venait de ma vie sentimentale. J'avais un historique catastrophique en matière de relations. Échecs, déceptions, douleurs répétées. Et puis, soudainement, j'étais avec quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui correspondait à tout ce que j'aurais pu espérer, et même au-delà. Alors j'en ai conclu que c'était impossible. Que ça ne pouvait pas être réel. Trop parfait pour être vrai. Forcément un piège. Après une nuit assez violente faite d'insomnie, d'alcool, de coke, de kétamine, et pour finir un joint, j'ai commencé à halluciner. Au début, c'était léger. Des silhouettes dans le coin de mon champ de vision. Le genre de truc que tu vois du coin de l'œil et que tu mets sur le compte de la fatigue ou de la parano. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Plus le temps passait, plus c'était net. Plus réaliste. Plus impossible à ignorer. Assez rapidement, j'ai eu l'impression d'être entouré. Littéralement. Comme une dizaine de personnes autour de moi. Et d'un coup, sans transition, j'étais assis dans un pub. Pas un souvenir flou ou une image déformée. Non. Un pub parfaitement clair, avec le bruit, les visages, l'ambiance. Tout le monde se mettait à hurler des trucs du genre « Allez, vaille espèce de lâche ». J'étais complètement perdu. Ma première pensée a été un mélange de panique et de confusion totale. Attends quoi? Je n'ai jamais quitté le pub. Tout ce qu'il s'est passé avant, c'était un rêve. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon cœur battait à fond. J'avais l'impression d'avoir raté un énorme morceau de réalité. Alors je me suis levé d'un coup, encore persuadé que tout ça était réel, et j'ai balancé un coup de poing vers l'un d'eux. Évidemment, je n'ai touché personne. Comment j'ai réussi à rater quelque chose qui n'existait pas, aucune idée. Et puis, instantanément, tout a disparu. Plus de pubs. Plus de gens. Plus de cris. Juste moi, seul, complètement sonné, dans un silence brutal. Ce n'était pas la première fois que j'avais de petites hallucinations avec ce mélange de substances. Des formes, des ombres, des impressions bizarres. Mais c'était la seule fois où j'ai réellement cru que c'était vrai. Pas juste dans un coin de ma tête. Totalement. Corps et esprit convaincus. Quand tout s'est dissipé, il m'a fallu un long moment pour revenir à la réalité et accepter que rien de tout ça ne s'était réellement passé. Avec le recul, c'est complètement absurde. Sur le moment, c'était terrifiant et fascinant à la fois. Une de ces expériences où ton cerveau te prouve à quel point il peut te mentir sans effort. Disons juste que c'était une sacrée soirée. Et ouais. Bon souvenir.
C'est vraiment très difficile pour moi d'en parler et j'en ressens beaucoup de honte. J'ai souffert de psychose, diagnostiquée, pendant la majeure partie d'une décennie. Je pense que l'un des pires délires que j'ai eu a été de commencer à confabuler des événements importants de mon enfance. Autrement dit, après avoir perdu une grande partie de mes souvenirs de cette période quasiment du jour au lendemain, mon cerveau a commencé à combler les vides. Sauf qu'à cause de la psychose, ce que je confabulais était horrifique. J'étais convaincu d'avoir été victime de violences sexuelles extrêmes dans l'enfance, de contenus pédocriminels et de rituels sataniques. Des choses qui n'étaient même pas médicalement possibles. Je vivais dans une terreur constante. J'en ai parlé sur Reddit, j'ai posté et commenté ici et là, et les gens ont été assez durs avec moi. J'ai tout supprimé il y a longtemps par honte. La psychose est depuis passée. Je n'ai plus de symptômes depuis quelques années. Aujourd'hui, il me reste surtout une forte anxiété et parfois des variations d'humeur. Mais mes souvenirs ne sont jamais revenus et, à ce jour, je ne suis pas totalement convaincu que rien de tout cela ne se soit produit. Certainement pas à l'ampleur que j'avais imaginée, mais je pense quand même que quelque chose m'est arrivé quand j'étais enfant. Cela dit, je ne vais pas prétendre savoir quoi exactement et j'ai choisi de laisser les choses ainsi. D'autres épisodes marquants ont été le moment où je croyais qu'un immense réseau de trafic humain opérait dans ma ville et que je devais l'enquêter moi-même, ou encore quand je suis devenu convaincu que mon partenaire abusait sexuellement de moi pendant mon sommeil. J'ai aussi eu un délire à propos de quelque chose qui n'est jamais arrivé à l'un de mes parents, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le type de délire que j'avais était laid et je ne souhaiterais ça à personne. J'ai été suivi et traité pendant des années, mais il a fallu que je sois admis dans un établissement psychiatrique pour que quelqu'un se rende compte que j'avais besoin d'un autre traitement que celui qu'on me prescrivait depuis si longtemps. J'avais été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique avant de commencer à montrer des symptômes de psychose, donc je pense que beaucoup de mes délires étaient en partie liés à ce TSPT. Quoi qu'il en soit, je suis soulagé que ce soit terminé. Ça a été une période extrêmement difficile pour moi et pour mes proches, et je suis profondément désolé de ce que je leur ai fait subir à cause de ça, que j'ai voulu leur faire du mal ou non. Il fut un temps où je prenais de l'Adderall et où j'en abusais. J'en étais arrivé à rester éveillé au minimum 48 heures d'affilée. Jusque-là, ça allait à peu près. Après 48 heures, je commençais à entendre de la musique qui ne jouait pas réellement. Au début, c'était à peine audible, puis au fil des heures je pouvais distinguer des chansons entières, comme si elles sortaient directement de mon Spotify. Vers 70 heures et plus, soit environ 3 jours, je commençais à voir des silhouettes d'ombre surgir au coin des murs. La parano s'installait et je pensais que c'était de vraies personnes qui arrivaient toujours à s'enfuir quand je courais pour les confronter. Ça arrivait surtout quand il faisait nuit. Paranoïa et manque de sommeil, tout en étant complètement survolté, c'est un mélange atroce. Je me mettais à démonter des appareils électroniques en pensant qu'il y avait des trucs cachés dedans. J'avais des chansons entières qui tournaient dans ma tête et j'étais convaincu que mes voisins avaient caché de petits haut-parleurs derrière les briques de ma maison. Du coup, à 2 heures du matin, je me retrouvais dehors à gratter le mortier et à chercher des briques mal fixées et ce genre de conneries. Une fois, après être resté éveillé presque 4 jours, je suis parti dans une grande aventure vers 1 heure du matin. J'ai marché partout, de rue en rue, dans tout mon quartier, en suivant ces bips que j'entendais. Je pensais que quelqu'un me guidait secrètement pour que je rejoigne un réseau criminel, sinon je serais tué. Ça s'est terminé devant une maison totalement au hasard. Une femme noire a ouvert la porte et m'a demandé si je cherchais Ashley. J'ai bafouillé, incapable de savoir quelle était la bonne réponse, comme si c'était un putain de test. Elle m'a dit de dégager de son Porsche. Je suis parti et j'ai fini par rentrer chez moi en ignorant les petits bruits, qui étaient probablement juste des insectes. Dans un moment de lucidité honteuse, j'ai enchaîné les shots, je me suis écroulé et j'ai dormi pendant environ 18 heures. Je pourrais en dire plus, mais je pense que vous voyez le tableau. Je n'ai plus jamais touché à cette merde et je refuse catégoriquement de le faire. Cette dernière histoire est ce qui m'a fait balancer le reste dans les toilettes quand je me suis réveillé.
C'était il y a plus de 4 ans et je compte bien atteindre les 40 ans et plus. Petit conseil. Le sommeil est incroyablement important. Ne jouez pas avec ça, sinon vous finirez par faire des choses vraiment stupides. Une fois, j'ai été hospitalisé à cause d'un norovirus. Je l'avais déjà eu auparavant, mais cette fois-là, ça m'a frappé beaucoup plus violemment. Après 2 jours à essayer de tenir chez moi, j'ai fini par aller à l'hôpital parce que quelque chose n'allait vraiment pas. On a pris ma tension et elle était tombée à 80/53. À partir de là, ils m'ont admis immédiatement. On m'a mis sous perfusion, mais malgré ça, j'étais obsédé par une seule chose. L'eau. J'avais une soif absolument insupportable. Une soif qui prenait toute la place dans ma tête. Je suppliais littéralement pour avoir ne serait-ce qu'une gorgée, mais on me refusait systématiquement. Dès que j'avalais quoi que ce soit, ça ressortait aussitôt. Soit par des vomissements, soit par une diarrhée immédiate. Mon corps ne retenait rien. Je me souviens de moi, allongé là, complètement vidé, répétant encore et encore que j'avais besoin d'eau. Je devais sembler incohérent, parce que j'étais à moitié délirant. À un moment, j'ai commencé à entendre des sons. Le bruit de l'eau. Comme une cascade au loin. Parfois ça ressemblait à un ruisseau qui coulait doucement, parfois à l'océan. Le son changeait, mais il était constant. Et surtout, il paraissait totalement réel. J'étais persuadé qu'il y avait de l'eau quelque part, juste hors de portée. Cette hallucination sonore ne me quittait pas. Plus j'avais soif, plus elle devenait présente. C'était une torture. Mon corps réclamait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, et mon esprit comblait le vide en inventant ce bruit apaisant et cruel à la fois. Je ne savais plus vraiment combien de temps passait entre 2 moments de lucidité. Plus tard, on m'a dit que j'avais perdu environ 6 kilos en seulement 3 jours. 13 livres envolés, simplement parce que mon corps s'était vidé à une vitesse absurde. Ce chiffre m'a marqué quand je l'ai appris, mais sur le moment, je n'avais même plus la force de m'en rendre compte. Ce qui est encore plus étrange, c'est que j'avais déjà eu le norovirus une autre fois, et cette fois-là, la perfusion avait aidé presque immédiatement. Comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Mais cette fois-ci, pour une raison que je ne comprends toujours pas vraiment, ça n'a rien arrangé. J'ai continué à me sentir aussi mal, aussi sec, aussi perdu dans cette soif interminable. Ma fille adulte est épileptique et, à un moment donné, on lui a prescrit un nouveau médicament anticonvulsivant. Au début, rien ne semblait anormal. Puis très vite, on a compris que quelque chose n'allait pas du tout. Elle a commencé à entendre des voix. Pas des pensées intrusives vagues, mais de vraies voix, claires, qui lui disaient de se faire du mal. D'autres messages étaient tout aussi sombres, négatifs, destructeurs. C'était brutal et complètement hors de son caractère. La voir traverser ça a été terrifiant. Elle savait que ses pensées n'étaient pas normales, mais elles s'imposaient quand même à elle. Elle était effrayée par son propre esprit, et nous aussi. En très peu de temps, la situation a dégénéré au point où une hospitalisation est devenue nécessaire. Elle a passé un week-end en service psychiatrique dans l'hôpital local, et même si ce n'était que quelques jours, ça a été l'un des moments les plus angoissants que nous ayons vécu en tant que famille. Heureusement, les médecins ont rapidement fait le lien avec le nouveau traitement. Le médicament a été arrêté progressivement, puis remplacé par un autre. Et presque aussi vite que les symptômes étaient apparus, ils ont commencé à disparaître. Les voix se sont tues. Les pensées se sont calmées. Elle est redevenue elle-même, comme si un interrupteur avait été remis dans le bon sens. Depuis, ça ne s'est jamais reproduit. Pas une seule fois. Savoir que c'était une réaction médicamenteuse, identifiable et réversible, a été un immense soulagement. Sur le moment, on avait peur que ce soit le début de quelque chose de permanent, d'un combat long et incertain. Mais ce n'était pas le cas. Ce week-end reste gravé dans ma mémoire comme une parenthèse de pure terreur. Voir son enfant perdre pied à cause d'un traitement censé l'aider est une expérience que je ne souhaite à personne.
Aujourd'hui, je suis surtout reconnaissante. Reconnaissante que ce soit passé, que la cause ait été trouvée rapidement, et que ma fille aille bien. Mais je n'oublierai jamais à quel point tout peut basculer vite, même avec les meilleures intentions médicales. Je me suis fait aspirer par une église fondamentaliste à une période de ma vie où je n'allais clairement pas bien. Une fois dedans, j'y étais vraiment à fond. Beaucoup plus que je ne l'aurais cru possible. Tout devenait structuré autour de ça, la manière de penser, de parler, de se juger soi-même. À tel point que lorsque j'ai fini par reprendre mes esprits, quand j'ai commencé à voir clair et à réfléchir de nouveau par moi-même, partir a été extrêmement douloureux. Quitter ce milieu m'a fait mal. Vraiment mal. Mais rester aurait été pire. Beaucoup pire. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que je passais mon temps à réprimer quelque chose de fondamental chez moi. Le fait d'être un homme trans. À l'époque, je ne connaissais même pas le mot. Je n'avais aucun cadre pour comprendre ce que je ressentais, seulement cette certitude diffuse et persistante que quelque chose n'allait pas. Que je n'étais pas à ma place dans mon propre corps. Je me souviens avoir confié au pasteur que j'avais l'impression que j'aurais dû naître garçon. Pas comme une provocation, pas comme une revendication. Juste comme une vérité intime que je n'arrivais plus à garder pour moi. Je cherchais une réponse, ou au moins un peu de compréhension. Je pense que tu peux facilement imaginer comment ça s'est passé. Disons simplement que ça ne s'est pas bien passé du tout. Ce moment-là m'a laissé une trace profonde. De la honte, de la culpabilité, et un sentiment écrasant d'être fondamentalement défectueux. Pour remettre les choses en contexte, j'étais athée avant cette période, et je le suis redevenu après. Enfant déjà, je ne croyais pas. À 9 ans, j'avais dit à mes parents que je ne voulais plus fêter Noël parce que c'était un mensonge. Alors cette plongée dans un environnement religieux aussi extrême n'était pas le fruit d'une foi soudaine. C'était autre chose. Un mélange de vulnérabilité, de pression, de besoin d'appartenance, et oui, en partie de drogue. Avec le recul, je pense que les substances ont amplifié les choses, mais je ne suis même pas sûr qu'elles en soient la cause principale. J'étais sous un stress énorme. Mentalement, émotionnellement. Il est très possible que ça aurait dérapé même sans ça. Cette période a été sombre, confuse, et profondément déstabilisante. La première fois, j'étais au volant et j'ai soudain été convaincu que les autres voitures me poursuivaient. Pas les conducteurs, pas les gens à l'intérieur. Les voitures elles-mêmes. Comme si elles avaient une intention. Chaque véhicule derrière moi me paraissait menaçant, chaque changement de voie semblait calculé. J'ai réussi à rentrer chez moi, mais dès que j'ai passé la porte, j'ai fait une crise de panique. Mon corps tremblait, mon cœur battait à toute vitesse, et je n'arrivais plus à reprendre mon souffle. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore ce qui m'arrivait. Une autre fois, les choses ont pris une tournure différente, plus insidieuse. J'étais persuadé que ma famille parlait de moi dans mon dos. J'avais la certitude que mon mari et ma mère me critiquaient, qu'ils se moquaient de moi ou qu'ils complotaient d'une manière ou d'une autre. Même pire, j'en étais arrivé à croire que ma fille de 2 ans me détestait. Cette idée me déchirait, mais sur le moment, elle me semblait totalement logique. Chaque regard, chaque silence devenait une preuve. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir invincible. J'étais convaincu que rien ne pouvait m'arriver physiquement. Comme si j'étais protégé par quelque chose, ou au-dessus des conséquences. Alors j'ai commencé à prendre des risques. Je conduisais trop vite, je forçais des passages dangereux, je prenais des virages alors que d'autres voitures étaient bien trop proches. Je précise que je n'ai jamais fait ça avec ma fille dans la voiture. Jamais. Mais malgré tout, je me mettais clairement en danger. Mon comportement a aussi changé d'autres façons. Je suis devenu plus impulsive, plus désinhibée, plus promiscue. Sur le moment, ça me semblait naturel, presque nécessaire. Le point de rupture est arrivé quand j'ai eu une conversation sexuelle au téléphone avec quelqu'un que je considérais comme un ami. À cet instant-là, tout s'est effondré. J'ai réalisé ce que j'avais fait et la réalité m'a frappé d'un seul coup.
J'ai avoué à mon mari, terrorisé par ce que ça allait provoquer. Mais contre toute attente, il a été incroyablement compréhensif. Il m'a pardonné immédiatement. Sans hésitation. Ça s'est passé il y a des années maintenant, et pourtant, je n'ai toujours pas réussi à me pardonner moi-même. Lui l'a fait depuis longtemps. Il a tourné la page. Moi pas complètement. La culpabilité est restée, même si je sais aujourd'hui que je n'étais pas dans mon état normal. Après ça, j'ai été hospitalisé en service psychiatrique pendant 12 jours. C'était ma première vraie phase de manie accompagnée de psychose. La première fois que quelqu'un a mis un mot clair sur ce que je vivais. Avec le recul, cette période me fait encore peur. Pas seulement à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de la facilité avec laquelle mon esprit a glissé hors de la réalité sans que je m'en rende compte. J'ai traversé un épisode psychotique provoqué par le stress qui a duré environ 6 mois. En dehors de ça, je n'ai pas de troubles psychotiques chroniques. Mais pendant cette période, mon esprit était complètement déréglé, comme si quelqu'un avait tourné un bouton trop loin et l'avait laissé coincé là. J'étais convaincu que la police piratait mon téléphone. Pas dans un sens vague ou abstrait. J'avais l'impression que chaque notification, chaque bug, chaque ralentissement était une preuve. Je devais lutter activement contre l'envie de le fracasser contre un mur pour m'en débarrasser. Je passais des heures à le fixer, partagé entre la peur de ce qu'il contenait et la peur de ce qui arriverait si je le détruisais. C'était épuisant, cette méfiance constante envers un objet que je tenais littéralement dans ma main. Mais je crois que la pire hallucination que j'ai eue pendant cette période a été auditive. Un jour, j'étais déjà très anxieux, persuadé que quelqu'un avait peut-être réussi à entrer chez moi. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Et soudain, j'ai entendu quelqu'un siffler juste derrière moi. Très proche. Clairement humain. J'ai senti mon sang se glacer instantanément. Tout mon corps s'est figé. Je n'osais même plus respirer. Il n'y avait personne. Je le sais maintenant. Mais sur le moment, c'était absolument réel. Cette peur-là était pure, primitive. Et puis il y avait l'insomnie. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil, depuis aussi loin que je me souvienne. Mais rien, absolument rien, ne se compare à ce que j'ai vécu pendant ces 6 mois. C'était inhumain. Je dormais parfois 1 heure, pas plus, puis je me réveillais en panique totale, le cœur battant à tout rompre. Ensuite, je pouvais rester éveillé pendant 30 heures d'affilée, complètement vidé mais incapable de fermer l'œil. Quand le sommeil revenait enfin, c'était pour une demi-heure à peine. Et le cycle recommençait. Le manque de sommeil amplifiait tout. La peur, les hallucinations, les pensées paranoïaques. Plus je manquais de repos, plus mon esprit se fragmentait, et plus il devenait impossible de retrouver un semblant de stabilité. J'avais l'impression de vivre dans un état d'alerte permanent, comme si quelque chose d'horrible allait arriver à chaque instant. Quand cet épisode a enfin pris fin, j'étais méconnaissable. J'ai pris 1 gramme de DXM, sniffé de l'Adral, je n'avais pas dormi depuis 2 jours et j'avais fumé une quantité énorme de weed. Je ne sais même pas comment expliquer ça sans que ça dure des heures. Je me souviens être dans ma chambre, juste à penser et à tout écrire. Chaque pensée me paraissait tellement vraie et bouleversante que je faisais que dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu », encore et encore, parce que si je ne parlais pas, j'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Je pensais être en train d'écrire un code transmis, créé par une société secrète et programmé de manière subliminale dans l'esprit de tout le monde pour provoquer l'apocalypse. Ils avaient fait en sorte que tout le monde pense la même chose au même moment parce qu'on était tous sur la même spirale. J'ai commencé à l'écrire et ça disait « Suicide-toi ». J'ai eu peur, puis je me suis mis à rire en me disant à quel point j'étais fou et j'ai fait semblant de me tirer une balle devant le miroir. Ensuite, j'ai compris que seules les bonnes personnes avaient reçu le message de faire semblant de se suicider et que toutes les personnes mauvaises s'étaient réellement tuées en même temps, afin que nous puissions nous élever sur Terre vers le niveau d'existence suivant en tant qu'anges. Toutes nos pensées deviendraient instantanément réalité.
À l'époque, j'étais une femme trans refoulée, et je me souviens m'être regardé dans la douche et avoir vu un corps de femme. J'ai vu un vieil homme arriver au magasin de musique où je traînais et montrer une vieille Chevy qu'il avait construite, la voiture de ses rêves. Tout le monde me faisait un pouce levé, qui était un signe secret signifiant tout et rien à la fois. J'ai mis le feu à mes chaussettes et je les ai gardées dans un coffre. Je voulais absolument aller à Dollar General parce que là-bas, tout était un « lol ». Pendant tout ça, je pensais qu'on avait tous les mêmes pensées et je suis sorti pour le prouver à mes amis. J'ai crié, tout le monde crie, puis j'ai levé la tête vers le ciel et j'ai hurlé le cri le plus primal et viscéral possible. Je ne pouvais même pas m'entendre tellement j'étais défoncé, mais je me souviens avoir entendu des gens claquer leurs portes. J'ai versé du soda sur mes cheveux parce que c'était la suite logique du fait de m'asseoir. Dieu était tellement évidemment réel que ça me mettait en colère que les autres ne veuillent pas simplement regarder et le voir partout. Je ne suis pas religieux. J'ai crié, « Papa », alors qu'il était en Afghanistan à l'époque, mais je pensais qu'il avait installé des micros et des caméras pour qu'un groupe secret de renseignement puisse m'écouter afin d'obtenir le code de l'univers. Je croyais avoir déclenché un changement total de la réalité et que tout avait été construit comme une énigme à résoudre, et que je venais de la résoudre. Finalement, ma famille m'a emmené à l'hôpital. Dans la salle d'attente, je pensais être au purgatoire. Les infos passaient à la télé, mais je croyais qu'elles parlaient du fait que j'avais essayé de parler à un flic et qu'il m'avait abattu dans une station-service. J'étais mort, mais ils essayaient de comprendre ma sagesse. Tout ce dont je me souviens ensuite, c'est de hurler pendant que je redescendais de cette réalité où nous étions tous des anges dans un paradis parfaitement parfait. Si quelqu'un veut entendre parler des effets à long terme ou de la récupération, je peux partager, mais j'ai déjà écrit beaucoup trop pour que quelqu'un lise tout ça. En gros, ça a été des années de dissociation et de déréalisation absolument horribles. Heureusement, je n'arrive presque plus à me souvenir de ce que ça faisait, et j'en suis extrêmement reconnaissant. J'ai peur que si j'y pense trop, ça revienne, alors j'essaie de ne pas m'en souvenir. Pour moi, le pire a été d'entendre des personnes que j'aimais et en qui j'avais confiance parler de moi derrière mon dos. Parfois, ces personnes n'étaient même pas dans le pays au moment où je les entendais, mais j'étais quand même persuadé que c'était réellement elles en train de dire du mal de moi. Je me souviens d'une fois où j'ai essayé de rationaliser tout ça et où je suis arrivé à la conclusion que je ne les entendais pas parler, mais que j'entendais leurs pensées à mon sujet. Ça a rendu les choses encore bien pires. Je pense que mon premier épisode est survenu quand j'avais peut-être 21 ans, probablement à cause d'une combinaison de trop de médicaments pour le TDAH et d'un manque de sommeil sévère. Le fait que je mangeais très peu a peut-être aussi joué un rôle. Quand j'avais 26 ans, je suis tombé dans un épisode qui a duré 1 an. J'étais tellement paranoïaque et méfiant envers tout le monde que j'ai réussi à cacher cet épisode même à mon conseiller. Une vie entière à savoir masquer les choses m'a sans doute aidé. Quand j'ai commencé à en sortir, j'en ai parlé à mon conseiller et il est resté assis là pendant 20 minutes, à repenser à l'année écoulée, pendant que je voyais la couleur quitter son visage. Ensuite, il s'est excusé de ne pas avoir reconnu les signes, alors qu'avec le recul, il aurait vraiment dû les voir. Je ne lui en ai pas voulu. C'était le meilleur conseiller que j'ai jamais eu et qu'il soit encore. Il y a environ 5 ans, j'ai senti que je retombais dans un épisode. J'ai compris que mes signes avant-coureurs étaient le fait de ne plus faire confiance, soudainement, aux personnes que j'aime, sans qu'elles m'aient donné la moindre raison. Ensuite, je commence à les entendre parler de moi et à partir de là, je spirale. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter mes médicaments pour le TDAH, parce que je soupçonnais qu'ils avaient au minimum un lien avec mes épisodes ou qu'ils les aggravaient. Aujourd'hui, je sais que les médicaments n'ont pas causé mes épisodes, mais qu'ils rendaient clairement plus difficile le fait de voir clair à travers mes délires. Aujourd'hui encore, il m'arrive souvent de voir des choses qui ne sont pas là, surtout des araignées sur les murs ou le plafond, ou des rats qui courent sur le sol. Parfois, je vois même des rats au plafond. Mon dernier thérapeute m'a dit que ce n'était pas dû à une psychose, mais il ne m'a jamais expliqué ce qui en était réellement la cause. Aussi, je ne sais pas si cela fait partie de ma psychose, auquel cas elle aurait commencé bien plus tôt que je ne le pensais, ou si c'est autre chose,
mais depuis que j'ai environ 7 ans, je suis plus ou moins convaincu que mon monde n'est pas réel. Que ce que je vois ou fais n'est pas réel. Que je suis simplement le produit d'un cerveau défaillant. En gros, là dehors il existerait une autre version de moi, mentalement diminuée. Cette version vit sa propre vie, pendant que moi je suis coincé ici. Et les choses que je fais dans ma vie, le vrai moi les fait aussi, mais dans un autre endroit. Par exemple, si je vais aux toilettes, je vois évidemment les WC et c'est là que je m'assois, mais le vrai moi pourrait s'asseoir dans un placard ou sur un lit, pendant que les personnes qui s'occupent de lui me regardent uriner n'importe où. Cette peur a dirigé ma vie pendant très longtemps quand j'étais plus jeune, pendant que j'essayais de me frayer un chemin vers l'extérieur, pour retourner vers le vrai moi. Finalement, j'ai abandonné. Je me suis dit que si j'étais coincé ici, autant faire de mon mieux, puisque si je suis coincé, je ne saurais jamais de toute façon ce que les gens voient faire au vrai moi. Donc autant ne pas en avoir honte, j'imagine. Même si, de temps en temps, j'ai encore du mal avec cette idée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.